Bonsoir, merci d'être présent à cette nouvelle conférence des terriens innovants. Donc Lilia Benhamouda, rédactrice en chef du Café pédagogique. On va parler aujourd'hui des inégalités dans les mathématiques et l'impact qu'elles ont sur l'apprentissage des maths. On a plusieurs chercheurs qui sont présents. Donc, on a Catherine Thévenot, qui est professeure de psychologie du développement cognitif à l'Université de Lausanne en Suisse. Bonjour Catherine. Bonjour. On a Grégoire Borst, qui est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité. Bonjour Grégoire. Pardon, j'ai dit Grégory. Pardon Grégoire. Pas de problème. Bonjour. Bonjour Marie-Almarie, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université de Trento en Italie. Bonjour Marie. À tous. Bonjour. Bonjour. Et on a Constance Jourdan, qui est collaboratrice scientifique d'Emmanuel Sander, qui est là aussi de l'Université tous les deux de Genève. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, chacun traitera ce qu'on vous propose, c'est que chacun traite d'une des facettes des inégalités en mathématiques et qu'à la fin, on prenne vos questions si vous le voulez bien, parce que le programme est très chargé. On va commencer par Constance et Emmanuel. Si vous pouviez un peu nous expliquer votre domaine de recherche. Très bien, merci de nous donner cette occasion. On est très heureux de partager cela avec vous. Donc, en fait, la façon dont on va aborder cette question, donc la question des inégalités, c'est une question très large qui se prête à de très nombreux angles pour l'aborder. Et une des manières de l'aborder, c'est à travers en fait les connaissances différentes que peuvent avoir les individus, et en particulier la façon dont les concepts scolaires vont être abordés par les élèves à partir de leurs connaissances extrascolaires. Et ça, c'est vraiment on va dire, notre domaine de spécialité dans le laboratoire, c'est-à-dire que lorsqu'on se pose des questions d'enseignement, on va toujours se demander dans quelle mesure est-ce que les élèves vont mobiliser certaines connaissances qu'ils ont construit très souvent en dehors de leur cadre scolaire, et ces connaissances vont rendre certaines situations qu'ils rencontrent à l'école plutôt évidentes pour eux, et d'autres beaucoup plus difficiles. Alors, ce qui va être un petit peu le côté subtil, on va dire, des progressions d'apprentissage telles qu'on les développe, c'est que si jamais on propose aux élèves uniquement des situations qui correspondent, qui sont en phase avec leurs connaissances issues de leur vie quotidienne, on va se retrouver avec des élèves très performants, mais qui d'une certaine façon n'apprennent rien parce qu'ils ne font que réinvestir des choses qui ne fonctionnent que dans une petite partie des domaines de connaissances. Et à l'inverse, si on leur propose uniquement des choses qui sont trop éloignées de leurs connaissances propre, il va y avoir une difficulté d'appropriation profonde pour les connaissances en question. Et donc, vraiment, le nœud pour nous, c'est comment on va introduire des progressivités dans les apprentissages qui vont permettre de concilier à la fois leurs premières intuitions qui viennent de leur vie quotidienne et puis de dépasser ces intuitions premières parce qu'elles sont elles-mêmes bloquantes, et de réussir à construire en fait des nouvelles intuitions qui vont être plus en phase avec les notions mathématiques elles-mêmes. Alors, pour que ça reste… Alors, concrètement, oui, pardon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. C'est pour qu'on ne soit pas dans la généralité et qu'on soit très concret. Prenons par exemple la notion de soustraction, telle qu'on peut y penser dès le CP, dès le début de l'école primaire. Et si jamais je vous invite, Lilia, par exemple, à avoir le premier problème de soustraction qui vous vient à l'esprit, par exemple un problème qui se résout par 8 moins 3 égale 5, et que vous devez imaginer un énoncé de problème, je ne sais pas si vous voulez tenter de le faire. Je teste. Alors j'ai 8 feutres. Oui. Et à la fin, il doit m'en rester 3. C'est bête, mais bon, voilà. Et c'est quoi l'énoncé du coup? Alors, c'est 8 moins 3. Oui, ah non, vous voulez un énoncé complet? Un énoncé de… D'accord. Un énoncé de problème, oui. D'accord. La petite Lola a 8 feutres. Sa camarade lui en prend 5. Combien lui en reste-t-il?
Très bien, merci. Donc voilà, donc là, vous venez d'exhiber ce qu'on appelle les conceptions intuitives, c'est-à-dire, en fait, c'est l'idée première qu'on se fait d'une notion scolaire avant de l'avoir étudiée. Et comme vous l'illustrez très bien, ces conceptions intuitives, ce qu'on montre, c'est qu'elles fonctionnent vie entière, c'est-à-dire l'école ne les fait pas disparaître, mais heureusement, l'école est quand même très utile parce qu'on peut dépasser ces conceptions intuitives, mais ce qui va se produire, c'est qu'en fait, pour un élève de CP, de CE1, et etc., et donc y compris pour les adultes, ce qu'on attache à la soustraction, c'est l'idée qu'on part d'une quantité de quelque chose, qu'ensuite il y a un événement qui survient, que cet événement fait décroître cette quantité d'une certaine valeur qui est encore connue, et que la question, elle porte sur la quantité restante. Donc, c'est exactement ce que vous avez proposé. Donc, on a une quantité au départ d'un événement et on demande qu'est-ce qui reste. En fait, il y a plein de problèmes de soustraction qui n'obéissent pas à cette structure. Par exemple, si je vous dis, ce matin, vous aviez 3 € dans votre poche, on vous en a donné, maintenant vous en avez 8. Combien est-ce qu'on vous a donné? Vous voyez que c'est un problème, c'est pourtant un problème de soustraction qui peut se résoudre par l'opération de soustraction, mais on n'a fait que donner. Et il y a comme ça de très nombreux problèmes de soustraction dans lesquels il ne s'agit pas du tout de chercher ce qui reste. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est en fait accompagner les élèves à partir de leur conception intuitive dans laquelle soustraire, c'est chercher ce qui reste, sachant ce qu'on avait et combien on a perdu, pour qu'un élève puisse repérer aussi qu'une situation où on cherche combien on a gagné se résout par une soustraction. Et pour ça, en fait, on va travailler un espèce de continuum sémantique. C'est ce qu'on appelle le recodage sémantique, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler avec les élèves le fait que des situations où on cherche combien on a gagné, elles ont des choses en commun avec les situations où on cherche ce qui reste, même si ces choses en commun, on ne les perçoit pas tout de suite. Et par exemple, on va introduire, mettons, un train qui va avoir des wagons rouges et des wagons verts, et puis on va se dire, je sais combien j'avais de wagons rouges au départ, on a rajouté des wagons verts, et à la fin, ça fait le train en entier. Et si jamais vous tournez le train, je ne sais pas si vous imaginez le train, je le retourne. Oui, bien sûr, Les wagons qu'on a au début, c'est les mêmes que les wagons qu'on a à la fin. Et donc, savoir combien de wagons il faut pour aller du dernier wagon rouge à la fin du train ou enlever tous les wagons rouges, c'est la même chose en fait. Et là, on est en train de travailler l'équivalence entre ce qu'on appelle l'addition lacunaire et puis la soustraction directe. Et vous voyez que c'est de cette manière, et puis on aurait pu faire vraiment exactement la même chose pour toutes les opérations arithmétiques et plus généralement pour différentes notions mathématiques. Par exemple, pour la multiplication, ce qui va être le défi, c'est de passer de l'idée que multiplier, c'est additionner plusieurs fois, ce qui est la conception intuitive, à l'idée que multiplier, c'est un produit, c'est-à-dire qu'il y a cette commutativité dans lesquelles on n'a absolument pas. C'est par exemple lorsqu'on fait un rapport entre deux choses, on a plutôt une idée du produit qui n'est pas forcément une addition itérée. On va aussi travailler le fait que la division, ce n'est pas forcément un partage équitable dans lequel on cherche la taille de la part, toujours par cette idée de partir des conceptions intuitives, de savoir toutes les situations mathématiques qui sont hors du champ de la conception intuitive, comme on l'a vu là pour les soustractions, mais on pourrait dire la même chose pour les autres opérations, et puis que les élèves toujours restent dans une certaine compréhension, donc qu'il y ait une continuité de situations qui permettent de faire le lien entre les conceptions premières, comme chercher ce qui reste, et puis l'ensemble des situations possibles concernées par la notion. Donc, je ne sais pas si c'est suffisamment concret. Oui. Alors, ce que je comprends de votre propos, c'est que finalement, les élèves les plus défavorisés en général sont ceux qui vont être plutôt dans une conception intuitive et que là, le travail à faire au niveau de l'école, c'est de les accompagner vers ces autres façons de découvrir les mathématiques, en fait. Cette autre conception, c'est ça? C'est ce pas de côté. C'est tout à fait ça, c'est que là où l'école va être d'autant plus importante, exactement. Ok, super. Alors, Catherine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, si vous pouviez vous présenter rapidement vos travaux, en fait, votre domaine de recherche plutôt. Oui, alors une partie, disons, parce que sinon… Oui, bien sûr. Oui, je vais vous parler un peu de l'automatisation des processus de calcul. C'est vrai que ça occupe quand même pas mal de mon temps, mais sinon, bien sûr, j'ai plein d'autres axes de recherche.
En fait, ce que j'essaye de montrer, c'est comment est-ce que les enfants arrivent justement à automatiser, je vais vous expliquer ce que j'entends par là, des processus de calcul. On va voir qu'ils peuvent les automatiser en fait de deux manières différentes, soit en mémorisant des informations, et donc en récupérant des informations très rapidement en mémoire à long terme, comme c'est le cas de la multiplication, ou bien, comme c'est le cas probablement de l'addition et des petites additions, automatisation des procédures plutôt de calcul. Donc là, on est sur vraiment deux processus différents. Donc effectivement, ce que je montre dans mes travaux, ce qui est original, je pense, c'est que, au contraire peut-être que de ce qu'on pensait à une époque pas si peu reculée finalement, les additions et les multiplications ne reposent pas forcément sur les mêmes processus. Donc les multiplications, elles sont apprises par cœur à l'école. Ça pose énormément de difficultés aux enfants, cet apprentissage. Et bien entendu, malheureusement, les enfants de milieux défavorisés ont encore plus de difficultés que les enfants de milieux favorisés, pour plein de raisons. On pourra les évoquer s'il y a des questions là-dessus. Mais effectivement, ça pose beaucoup de difficultés parce que apprendre des multiplications, il faut essayer de lutter contre des interférences, en fait. C'est-à-dire que et voilà, je vais vous expliquer. Le réseau des multiplications, c'est un réseau dans lequel tous les faits ont des points communs les uns avec les autres. Si vous apprenez les 50 capitales des États-Unis, les connaissances que vous allez stocker en mémoire, elles sont assez indépendantes les unes des autres. Par contre, pour la multiplication, vous avez ce qu'on fait un tout petit réseau comme ça, avec des opérandes, des nombres qui vont se répéter. Donc 8 fois 6, 8 fois 7, là je vous fais les plus difficiles. Hein. En général, on bug un peu parce que justement, tout se ressemble. Certaines réponses sont partagées par des problèmes. Bien sûr, les opérandes vont se répéter dans les tables. Donc tout ça, ça fait un réseau extrêmement interférent dans lequel on va avoir beaucoup de difficultés, non seulement pour le construire, mais ensuite à aller récupérer l'information. Donc le but de l'enseignant, ça va être de faire en sorte que l'enfant, justement, puisse automatiser cette récupération. Et le seul moyen d'automatiser, c'est la répétition, en fait. C'est ce qu'on appelle le drill. Je ne sais pas si c'est un terme que vous utilisez, mais c'est la pratique intensive, alors disons. C'est plutôt, voilà, en français, la pratique intensive des multiplications, qui est la seule manière d'arriver à mémoriser correctement les tables de multiplication. Donc, même si ça paraît rébarbatif, il faut essayer de trouver des moyens pour un peu challenger les élèves, faire pourquoi pas des paires d'élèves qui s'interrogent entre eux. C'est ce qu'on essaye de faire en ce moment dans une de nos expériences. Ça marche assez bien, finalement, avec des adolescents qui réapprennent leur table. Ils sont moins rébarbatifs que ce que j'aurais pensé au départ, en fait. Et cette idée de challenge… Il y avait une technique, moi, quand j'étais petite, il y avait une technique avec les doigts, je me souviens plus de ce que c'était, c'est-à-dire justement pour éviter, parce que c'était compliqué à partir de 6 de se rappeler de ces tables de multiplication. Mais alors, pourquoi est-ce que ce sont les élèves de milieux populaires qui ont le plus de difficultés à s'en souvenir? C'est cette histoire d'interférence, en fait? Oui, en fait, oui, effectivement, il y a une étude qui montre qu'ils souffrent encore plus des interférences des enfants de milieux, parce qu'ils ont des compétences cognitives généralement plus limitées, en fait, en termes de mémoire de travail notamment, en termes de, mais ça Grégoire le sait mieux que moi, justement, de lutte contre l'inhibition. Et pour les interférences, c'est très important, en fait. Il faut essayer d'inhiber ce qu'il ne faut pas récupérer pour activer ce qu'il faut récupérer. Donc, voilà. De manière plus générale, peut-être, ces inégalités au niveau du calcul, elles sont produites aussi par le fait que dans les familles plutôt défavorisées, il y a moins d'activités basées sur le nombre de manière informelle, comme des jeux, des comptines, etc., que dans les milieux favorisés, en fait. C'est ce qu'on appelle maintenant, alors là, je ne sais pas comment on traduit ça, mais c'est home numeracy, donc la numératie à la maison. Donc il y a énormément de travaux là-dessus, et c'est vrai que c'est à ma connaissance, l'un des médiateurs les plus importants entre justement compétences en mathématiques et milieu socio-éducatif. C'est-à-dire comment on fait vivre, moi j'ai une petite fille de 2 ans et demi, un grand maintenant, mais comment on fait vivre au quotidien les mathématiques, par exemple, va me chercher 2 fourchettes, ce genre de choses. C'est ça? C'est ce genre de choses ou c'est vraiment des exercices? Non, c'est assez informel en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les familles plus favorisées, on a plus de temps, notamment. Donc on joue plus. Et quand on joue, il y a beaucoup de nombres. Donc on joue avec des dés, tout bêtement, et voilà, on lit les dés. Ça, c'est une compétence extrêmement importante pour le développement des compétences futures, ces compétences non symboliques. Comme vous dites, les enfants, on leur parle plus de nombres, en fait. Ça aussi, ça a été montré. Mais de manière informelle, non pas du tout en mettant des exercices. Ça, c'est probablement un autre facteur aussi, puisque dans les familles favorisées, il y a plus d'aide aux devoirs, notamment.
où les parents sont plus impliqués. Mais ça, c'est encore un autre facteur qui se surajoute à ceux que je viens d'évoquer ici. D'accord. Vous Voilà. avez aussi parlé de l'importance du comptage sur les doigts. Oui, voilà. Alors justement, parce que là, je vous ai parlé de la multiplication. Pour l'addition, les processus justement d'automatisation sont assez différents. Parce qu'on n'apprend pas, ça n'aurait aucun sens d'apprendre les tables d'addition par cœur, ça n'a pas de sens, ça. Il faudra rajouter 1 à chaque fois, c'est ridicule. On n'apprend pas l'addition comme ça. Une fois qu'on a acquis le concept, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de pratiquer la procédure utilisée. Et ce que dans mon laboratoire, on a montré avec tout un tas de paradigmes et de techniques différentes, notamment en imagerie cérébrale, c'est que même chez l'adulte très expert, donc ça, ce serait même à partir de l'âge de 12-13 ans, jusqu'à avant, encore une fois, l'adulte très expert, les aires cérébrales qui sont activées lors de la résolution de toutes petites additions ne sont pas les mêmes que celles de la multiplication. Lorsqu'on va résoudre des toutes petites additions, ce qui est assez frappant, c'est qu'on va mobiliser des aires, notamment motrices, des aires d'attention et des aires aussi motrices. Et en fait, ce qu'on montre, je pourrais répondre aux questions plus tard parce que sinon, il faudrait que je rentre peut-être un tout petit peu plus dans le détail ici. C'est peut-être pas le but, mais il y aurait des mouvements en fait attentionnels qui seraient faits sur une ligne mentale pour résoudre les additions. Et cette procédure pourrait être automatisée au même titre que la multiplication, mais sous un angle différent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est adulte et qu'on est expert, on va produire le résultat de l'addition, des petites additions en tout cas, sans s'en rendre compte, donc de manière inconsciente. Mais justement, par le biais d'une procédure comme ça, automatisée, comme quand vous conduisez, en fait. C'est exactement la même chose. Au début, c'est extrêmement coûteux, tous les gestes sont décomposés. Et puis maintenant, et alors, il ne faut pas trop le faire parce qu'il y a toujours un petit coup quand même, mais vous pouvez quand même parler à votre passager tout en conduisant sans que ça pose problème. Au début, c'était impossible. Pour l'addition, ce seraient les mêmes mécanismes. Et donc là, je réponds à votre question. Pour automatiser cette addition, il y a plein de manières différentes, mais peut-être l'une d'entre elles est justement d'utiliser ses doigts, en fait. Et donc, ces pratiques de comptage sur les doigts chez les enfants, je vais en toucher 2 mots là, elles seraient intériorisées et permettraient justement peut-être une meilleure automatisation de la procédure. En fait, ce qu'on montre aussi dans mon laboratoire de manière assez originale, c'est que les enfants qui sont assez petits, à partir de l'âge de 4 ans et demi jusqu'à 6 ans, qui utilisent leurs doigts pour résoudre des additions, sont en fait, au contraire peut-être de ce qu'on pensait à une époque, les enfants qui sont les plus performants. Et ce sont également les enfants, et alors là on va revenir aux inégalités sociales, ce sont également les enfants qui ont le plus de ressources cognitives. Donc au contraire de ce qu'on pense à une époque, en fait, les très jeunes enfants, bien sûr après ça va s'inverser, hein, mais les très jeunes enfants qui utilisent leurs doigts sont des enfants avec des compétences cognitives plus importantes que ceux qui n'utilisent pas leurs doigts. Au bout d'un moment, ça s'inverse parce qu'évidemment, vous vous rendez bien compte qu'un adolescent qui va utiliser ses doigts pour faire 2 plus 3, on ne va pas se dire, tiens, il a des compétences cognitives excellentes, d'accord? Donc ça s'inverse. Mais justement, alors ce qui est assez frappant, c'est que ça, c'est pas moi qui l'ai montré, c'est un autre laboratoire aux États-Unis. Les enfants de milieux plutôt défavorisés vont développer le calcul sur les doigts plus tard que les autres, donc malheureusement, hein, d'après ce que je viens de vous dire, et c'est vrai, malheureusement, mais par contre, vont garder le comptage sur les doigts plus longtemps que les autres. Donc, vous voyez que les inégalités sociales, elles se cachent comme ça dans des détails. Je dis souvent, le diable se cache dans les détails. Là, c'est un peu le cas aussi. Donc, vous voyez, même sur des processus comme ça, très faciles à décrire, on voit des différences en fonction du milieu. Et donc, une des pistes, alors après, on arrêtera parce qu'une des pistes, ce serait peut-être de commencer à les faire manipuler avec leurs doigts dès le plus jeune âge, en fait, dès la petite section, vraiment leur apprendre cette… Oui, alors justement, et je finis là. C'est ce qu'on a fait. J'espère que ça va être publié très, très rapidement dans une grosse revue chez nous, Child Development. On a montré qu'en effet, on pouvait apprendre aux enfants de 5 ans, en maternelle en France, fin de maternelle, à utiliser une stratégie de calcul sur les doigts et ça augmente les performances de manière extrêmement importante. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Grégoire, à vous. Vous nous présenterez rapidement votre domaine de recherche. Ok, très rapidement. Je vais peut-être vous dire un peu quel est plutôt le cheminement qui nous a amené à mener les recherches qu'on mène actuellement dans les réseaux d'éducation prioritaire de la ville de Marseille, les priorités renforcées qui portent sur la maternelle. Mais en fait, on a commencé par travailler dans la suite de ce que disait Catherine en partie. On s'est beaucoup intéressé aux situations de problèmes en mathématiques. Et notamment la résolution des problèmes arithmétiques à contenu verbaux. Alors, typiquement, Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul. Combien Paul a-t-il de billes? Et ce qu'on a montré, c'est que les difficultés
des élèves étaient en partie liées à des difficultés, alors un peu comme ce que on disait tout à l'heure, étaient liées en fait en partie à des stratégies hautement automatisées qui faisaient qu'à partir du moment où ils entendaient plus, ils avaient tendance à vouloir faire une addition et donc ils produisaient une réponse qui était une réponse erronée dans ce contexte-là. Et ensuite, on s'est dit, donc on a identifié en gros un processus qui est un processus qu'on dit exécutif, c'était un processus de haut niveau du cortex préfrontal qui globalement permet aux élèves, et d'ailleurs tout au long, c'est ce que disait très bien Catherine, c'est-à-dire que c'est des conceptions naïves qui ne disparaissent pas, c'est-à-dire ces stratégies automatisées, même quand on est adulte, en fait, il faut continuer à réussir à les inhiber pour pouvoir raisonner de façon logique dans ces contextes-là. Et donc ensuite, on s'est dit, mais en fait, il faudrait peut-être voir, est-ce que ça aurait du sens d'essayer dans ces contextes-là, plutôt que d'utiliser finalement une stratégie qui est fortement utilisée dans le domaine des approches pédagogiques, dans le contexte des situations de problème de ce type-là, qui consiste à décomposer le problème en sous-étapes. Donc première étape, représentation globale du problème. Deuxième étape, reformulation du problème, c'est-à-dire au lieu de dire que Pierre en a plus que Paul, on dit que Paul en a moins que Pierre, et donc exactement ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, en reformulant le problème, on fait apparaître une congruence entre l'énoncé du problème et l'opération arithmétique à effectuer. Et donc, on est passé ensuite à des recherches dans lesquelles on s'est dit, est-ce que c'est des interventions pédagogiques qui sont pertinentes ou non pour aider les élèves à progresser dans ce type de situation de problème. Et donc, les interventions pédagogiques, elles étaient soit d'utiliser l'approche classiquement utilisée en classe, en groupe classe, qui est de décomposer le problème en sous-étapes, ou avant de commencer à donner et à enseigner cette stratégie, simplement de dire aux élèves, attention, vous êtes dans une situation piège, dans une situation de problème. Quand vous entendez plus, vous avez envie de faire une addition. Quand vous entendez moins, vous avez envie de faire une soustraction, mais ça ne fonctionne pas dans ce contexte-là. Et ensuite, on explique, en gros, on déroule l'explication de la règle et les différentes sous-étapes. Et en gros, en utilisant une approche collaborative et participative dans laquelle les enseignants co-construisent le programme de recherche avec nous, on a un pré-test, un post-test, un groupe contrôle, un groupe témoin et un groupe expérimental. Ce qu'on montrait, c'est que les élèves qui progressaient le plus entre le pré-test et le post-test différé, c'était ceux avec qui on avait une approche plus métacognitive, en fait, dans laquelle on essayait de faire prendre conscience aux élèves des stratégies qu'ils utilisaient dans cette situation-là. Donc ça, c'est encore pas tout à fait la question des inégalités. Alors, excusez-moi, pardon, juste une chose. Dans cette approche métacognitive, on est presque, c'est une forme d'explicitation des étapes, c'est ça? Oui, c'est pas exactement comme de la pédagogie explicite, parce que là, ce qu'on essaye de faire, c'est que les enseignants deviennent des espèces de fassent de l'ingénierie psychologique. C'est-à-dire qu'ils essayent de rentrer dans la tête de leurs élèves pour essayer de comprendre quels sont les processus en fait qui sont mis en jeu dans la situation d'apprentissage. Parce que dans ce cadre-là de l'explicitation, il y a potentiellement un transfert dans une autre situation. Tandis que quand on fait de la pédagogie explicite simplement sur un problème, elle est dépendante du problème qu'on présente. Donc, en gros, on essaye de faire prendre conscience aux élèves des stratégies qui sont en compétition dans leur cerveau et quels sont les mécanismes de régulation de ces stratégies. Puis ensuite, l'idée, c'est de voir est-ce que ça peut se transférer ou pas. Donc ça, c'était notre première étape. Puis la deuxième étape, on a en fait participé au panel de la maternelle qui a été lancé il y a 3-4 ans, qui visait à évaluer en petite section de maternelle non seulement les compétences numériques, les compétences langagières et justement des compétences de plus haut niveau, des compétences exécutives, type l'inhibition. Et les données qu'on a analysées sur 3000 élèves de petite section de maternelle montrent que dès l'entrée à la maternelle, il y a des inégalités du fait du milieu social d'origine, mais que l'ensemble de ces inégalités, en tout cas en mathématiques, elles sont expliquées par des inégalités dans le domaine des fonctions exécutives, c'est-à-dire de ses capacités d'inhibition notamment, mais aussi ce dont Catherine a parlé, en gros des ressources cognitives qu'on peut utiliser dans une situation, et notamment en mémoire à court terme, ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et donc on s'est dit, en fait, si c'est le cas, c'est peut-être ça qu'il faut essayer d'enseigner en termes de gestes professionnels en maternelle autour de l'apprentissage des compétences numériques. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, quand on évalue en grande section de maternelle les compétences numériques, les compétences langagières et les compétences qu'on appelle métacognitives, c'est-à-dire, et notamment les connaissances métacognitives, c'est-à-dire savoir en gros comment fonctionne la mémoire, l'attention, ces stratégies justement de régulation, mais aussi les stratégies métacognitives, en gros, planifier les stratégies avant de rentrer dans l'activité, suivre et superviser les stratégies au cours d'une activité et à la fin de l'activité, être en mesure
d'évaluer si la stratégie que j'ai utilisée a fonctionné ou pas fonctionné dans ce contexte-là. On s'est rendu compte là aussi que ceux qui venaient de milieux sociaux défavorisés étaient moins bons en maths, mais parce qu'ils étaient moins bons, ils avaient moins développé ce type de stratégie métacognitive. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment à Marseille, c'est en gros une étude expérimentale dans laquelle on forme les enseignants en REP et REP+, à utiliser des gestes professionnels autour de la métacognition dans le cadre de l'apprentissage des contenus numériques en maternelle. Et progressivement, on essaye d'être un peu moins behavioriste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement la manipulation de l'entrée pour regarder ce que ça produit au niveau des élèves, on regarde si réellement on a changé les gestes professionnels des enseignants, parce que c'est très bien de faire une formation, mais si en gros, ils continuent à faire la classe de la même manière, globalement, il n'y a aucune chance que ça ait des effets potentiellement de réduction des inégalités. Donc, ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on fait de l'observation in situ dans les classes des gestes professionnels des enseignants, avant, après formation. On compare à des enseignants qui ne suivent pas cette formation la première année. Et surtout, ensuite, on regarde les compétences métacognitives des élèves, leurs compétences numériques, et on les suit ensuite quand ils rentrent en CP et en CE1 pour voir si réellement on arrive à réduire un peu les inégalités. Et là, les premiers résultats sont encourageants? Les premiers résultats, ils montrent qu'on est capable, quand nous, on va dans les classes, de développer la métacognition des élèves. Et le premier enseignement qu'on a des observations qu'on a faites des pratiques pédagogiques en classe, c'est que les enseignants utilisent très peu de pratiques métacognitives, en tout cas en moyenne et en grande section de maternelle, puisque là, c'est la cible de cette formation. Et que donc, s'ils les utilisent très peu, là, il y a peut-être effectivement un levier pédagogique intéressant pour la réduction des inégalités, parce que si c'était déjà très utilisé, d'une certaine manière, on pourrait se dire, ça ne vaut pas le coup d'essayer de travailler sur cette dimension-là. Donc, en tout cas, là, on en est, en fait, on relance en ce moment les observations, et puis à la fin de l'année, on va pouvoir recollecter des données élèves, et on fait ça sur 600 élèves. D'accord, écoutez, on va rester, en tout cas, moi, je vais rester très attentive, ça m'intéresse beaucoup. On reste en contact. Oui, avec plaisir. Et maintenant, Marie-Almaric de l'Université de Trento en Italie. Bonsoir Marie. Bonsoir, merci de cette invitation. Alors moi, je vais aussi vous parler un petit peu de mon travail actuel. En fait, d'une manière générale, mon programme de recherche. Alors bon, moi, ça ne sera pas aussi développé que mes autres, que les autres participants, parce que je n'ai pas d'équipe de recherche sous ma direction, et donc c'est une ligne de recherche que je développe toute seule, et donc ça prend pas mal de temps. Mais d'une manière générale, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment en fait l'apprentissage des maths façonne le cerveau humain, façonne les activations cérébrales, le fonctionnement du cerveau. Et dans cet objectif-là, un des points sur lesquels je me focalise particulièrement en ce moment, c'est d'essayer de comprendre comment l'apprentissage en fait conceptuel d'un nouveau concept mathématique vient s'inscrire dans le fonctionnement du cerveau, comment il le modifie, on va dire pas à pas, et en quoi en fait les inégalités et les difficultés d'apprentissage que l'on peut observer vont impacter ces différences fonctionnelles. Et ensuite, évidemment, dans un second temps, espérer que si on comprend mieux le type de différences fonctionnelles qu'on observe, qu'on puisse peut-être essayer d'y remédier. Donc l'approche est un petit peu différente de ce qu'on vient d'évoquer, puisque mon outil de travail principal aujourd'hui, c'est des techniques d'imagerie, de neuroimagerie cérébrale. Donc, et en particulier chez l'enfant, ce qui n'est pas simple, hein, vous imaginez que ça présente Mais justement, alors je suis désolée, je vous coupe juste rapidement, éclairez-moi, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous avez une cohorte d'enfants que vous suivez, auquel vous faites, il y a de l'imagerie de façon récurrente, c'est ça? Comment ça se passe? À terme, ça serait effectivement mon objectif. L'objectif d'un projet que je pourrais développer à partir du moment où j'arrive à m'installer et à m'établir quelque part. Pour l'instant, j'ai essayé de développer quelque chose qui est un petit peu plus portatif, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer quelque part d'amener la classe dans l'IRM
Et donc, j'ai mis au point en fait un nouveau protocole expérimental qui reproduit, alors qui essaie d'imiter et de reproduire une petite leçon de mathématiques dans l'IRM, de telle sorte qu'on n'ait pas à faire revenir les enfants aussi, parce que c'est quand même aussi difficile, enfin, de façon pratique, hein, de faire un suivi sur de très longues années des mêmes enfants et d'une même cohorte. Mais donc là, en fait, l'idée, c'est d'avoir des mesures longitudinales, mais sur un temps très court, sur le temps d'une leçon. Et donc, pour ce faire, je m'intéresse beaucoup à l'identification de problèmes et de concepts mathématiques en fait, qui posent massivement problème. Comme par exemple les fractions, Emmanuel Sander en parlait aussi brièvement, ou peut-être Catherine, je ne sais plus, mais l'idée de commutativité de la multiplication, ce genre de concept qui en fait pose massivement problème, peut-être même au-delà d'inégalités de milieux socio-économiques ou voilà, d'environnement. Et donc de proposer une leçon assez brève qui permette d'introduire ce concept et donc d'évaluer les changements à la fois cognitifs et à la fois neuronaux qui interviennent dans l'apprentissage de concepts qui sont finalement assez contre-intuitifs. Et alors là, ça rejoint pas mal les thématiques de Grégoire Borst. Hein. Mais donc qu'est-ce qui se passe quand on vient inhiber une réponse intuitive qui n'est en fait pas la bonne, et qu'on vient la remplacer par la réponse logique, ou dans le cas de la commutativité, en fait, une sorte d'automatisme qui est d'avoir compris que dans le cas de la multiplication, on peut donc inverser les opérandes sans changer le résultat, par exemple. Et puis, donc, dans un deuxième temps, l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de comprendre quels sont les liens qui existent entre les différences qu'on peut observer dans la performance des enfants pour un concept donné, et puis à la fois les marqueurs qu'on observe en cours d'apprentissage pendant la leçon. Là, en l'occurrence, ça passe par le visionnage d'une vidéo, donc dans l'IRM, et puis les marqueurs aussi d'évolution lorsqu'on pose ensuite des petits problèmes par rapport au concept qui a été enseigné. Donc là, c'est l'idée globale du protocole que je suis en train de développer. Et tout ça, en fait, dans le but aussi de pouvoir, à terme, comparer les effets de différents types d'interventions. Si on prend l'exemple de la commutativité de la multiplication, à nouveau, en fait, on commence à imaginer qu'il y a plein d'approches possibles hein, de ce concept-là. Une approche symbolique qui est en fait celle qui est souvent l'approche majoritaire, hein, mais qui est quelque part efficace, mais comme on l'a déjà dit avant, en fait, ce qui malheureusement est sujette à créer beaucoup d'inégalités parce que de base, la multiplication, l'apprentissage des tables, etc., est impacté par les inégalités environnementales. Mais donc là, on peut aussi imaginer essayer de s'appuyer sur d'autres ressources. Et donc, j'en viens finalement un petit peu au deuxième axe qui sous-tend mon travail de recherche, qui est celui de l'identification en fait des fondations, un peu plus du socle commun. Est-ce que d'abord, il y a vraiment un socle commun sur lequel on peut s'appuyer et est-ce qu'on peut utiliser des représentations qui seraient peut-être qui feraient partie de ce socle commun-là pour pouvoir construire de façon pyramidale et progressive des concepts de plus en plus complexes. Et donc, je pense en fait particulièrement à
à un domaine qui est en fait assez sous-représenté, à la fois dans l'éducation et aussi dans le domaine de recherche en cognition mathématique et celui de la géométrie. Et pourtant, en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de ressources dans l'utilisation de représentations géométriques et une puissance assez incroyable dans le fait de présenter, enfin, d'ajouter des indices. Alors, des indices géométriques, moi j'appelle ça comme ça, mais enfin, essentiellement, on peut voir ça comme des indices de symétrie ou voilà, des représentations finalement spatiales, visio-spatiales qui sont particulières et qui peuvent aider à la compréhension. Là, à nouveau, sur le principe de commutativité de la multiplication, par exemple, chez les enfants de 5 ans qui n'ont pas encore évidemment commencé à apprendre la multiplication, si vous leur présentez deux personnages qui vont récupérer des pommes au marché et que vous leur dites, ah ben, le premier personnage a trois paniers de 2 pommes et le deuxième a 2 paniers de 3 pommes, est-ce qu'ils ont une part égale de pommes? La réponse va être non. Maintenant, si vous leur présentez exactement les mêmes paniers, exactement les mêmes pommes, mais avec des indices de symétrie qui justement font apparaître le côté, enfin la propriété de la commutativité, eh bien là, ils sont de façon significativement différente du hasard. Ils seront amenés en mesure d'indiquer que oui, il y a bien le même nombre de pommes dans ces 2 cas. D'accord, c'est plein d'entrées différentes en fait. Et est-ce que vous, dans votre étude, est-ce que vous vous attelez dans votre panel, est-ce que vous avez des élèves, des enfants de milieux différents ou vous n'en êtes pas encore à ce stade-là? En fait, j'aimerais bien. C'est en revanche un enjeu majeur d'arriver à recruter aussi des enfants pour des études d'IRM fonctionnel, hein, qui viennent de milieux socio-économiques variés. Mais bon, on peut y arriver avec beaucoup de temps. Oui, c'est ça, parce que, alors après, c'est peut-être un a priori, hein, je me trompe peut-être, mais on aura peut-être plus de facilité à convaincre des parents intéressés par la recherche ou de milieux qui vous ressemblent en tout cas, de l'intérêt de ce type de recherche dans voilà, notre C'est effectivement cercle. un problème majeur. Ouais. D'accord, merci beaucoup Marie. Alors on va passer aux questions. Alors j'en ai une, je prends mon téléphone. Alors, une question pour Catherine. Avons-nous des études neuroscientifiques concernant la méthode Abacus et l'utilisation du boulier Soroban? Et qu'en pensez-vous? Merci. Ah oui, je ne connais super. pas. Ah oui, super question. Bah, le boulier, je pense que vous connaissez. C'est le boulier non, le Soroban, c'est une sorte de boulier, je pense. Vous me direz si la personne qui me pose la question, si je me trompe, je pense que c'est un peu simplifié par rapport au boulier d'origine avec, je pense que 5 boules. Ça m'intéresse particulièrement, en fait, ces bouliers. Et donc, la question, excusez-moi, parce que du coup, j'ai été étonnée. La question, alors, j'y retourne, je la relis. Avons-nous des études neuroscientifiques concernant la méthode Abacus et l'utilisation du boulier Soroban? Oui, il y a des études effectivement scientifiques. Mais déjà, ce qu'on sait, c'est que les personnes, d'un point de vue purement comportemental, qui manipulent bien ce type de technique sont redoutables en arithmétique. Donc, je pense que c'est extrêmement une super bonne idée en fait d'essayer d'adapter ça dans les classes. Ça existe déjà. Hein. Je sais que Montessori, par exemple, dans la méthode Montessori, il y a un boulier qui peut être utilisé. Et puis, il y a aussi effectivement des études en imagerie cérébrale qui montre en fait ce qui se passe, c'est qu'au départ, évidemment, les personnes qui utilisent le boulier ont besoin du boulier physique. Mais au bout d'un moment, justement, et c'est pour ça que ça m'intéresse, en fait, ça ressemble un peu à l'intériorisation des procédures avec les doigts. On n'a plus besoin du boulier quand on est expert. Et on peut, alors il y a une phase de transition où on voit les personnes qui continuent à faire les mouvements dans l'espace sans le boulier, puis au bout d'un moment, tout est intériorisé. Et quand on met des experts comme ça dans une machine pour voir ce qui s'allume, on va se rendre compte que, sans trop grande surprise, ce sont les aires visio-spatiales qui sont activées.
Donc évidemment, hein, et aussi les aires motrices. Vous voyez, il y a une intériorisation, et c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement. Même si on n'a plus de gestes moteurs affichés, il y a quand même toujours cette activation des aires motrices. Et je pense que ça se passe aussi de la même façon un peu avec le comptage sur les doigts. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont donc experts avec ce boulier, vont moins être sensibles que, même parfois pas du tout sensibles, aux interférences verbales. C'est-à-dire que ce qu'on aime bien faire, on aime bien s'amuser à faire comme ça, à faire souffrir un peu nos participants parfois, parce qu'on va leur demander par exemple de faire des opérations tout en récitant l'alphabet. Vous voyez? Et donc, du coup, bien sûr, ça peut poser problème parfois, mais pas toujours. Et justement, si on raisonne comme ça avec ces images mentales et ces procédures motrices, en fait, finalement, le verbal ne va pas beaucoup interférer. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, la multiplication, c'est hautement interférent, et ces interférences sont verbales. Donc, utiliser le boulier, ça pourrait justement être un moyen d'alléger ces interférences. Donc, je pense qu'il faudrait continuer les études là-dessus et voir comment on peut mieux peut-être implémenter cette technique dans les classes. Ouais. Finalement, cette gestuelle, elle l'accompagne, elle est mémorisée et elle reste, c'est une mémorisation, c'est à long terme en fait, ça reste. Oui. Complètement. Et dans le comptage sur les doigts, ça a été montré aussi. C'est-à-dire que vous prenez des adultes experts qui résolvent des petites additions, on va avoir une activation motrice et même on va pouvoir, si on utilise des techniques d'enregistrement des muscles des doigts, alors même que la personne n'a pas du tout conscience qu'elle bouge ses doigts, hein, mais des activations musculaires. Donc, comme si effectivement, on avait complètement intériorisé, en anglais, ça s'appelle embodied cognition. Donc, on va prendre ça à l'intérieur du corps, en fait. Cognition incarnée en français. Ce qui est aussi assez représentatif. Et alors, ces bouliers sont-ils très présents dans l'apprentissage des mathématiques en Chine ou dans d'autres pays ou... Oui, alors justement, là, je viens de faire une étude avec des enfants vietnamiens. On ne voulait pas qu'ils aient utilisé des bouliers parce qu'on voulait quand même comparer les performances avec les enfants européens. Et, voilà, on a dû exclure pas mal d'enfants justement qui utilisaient les bouliers en classe. Donc oui, c'est plus utilisé, disons, mais on a quand même trouvé toute une cohorte d'enfants qui ne les utilisent pas. Donc, c'est plus utilisé, mais il y a quand même encore... Voilà. Alors, est-ce qu'on peut extrapoler complètement et voir le lien finalement avec la méthode de Singapour qui est basée sur énormément de manipulation? Est-ce que vous ne savez pas? Je fais le... Je peux savoir. Après, effectivement, on pourrait beaucoup extrapoler. Ça base effectivement cette idée de manipulation au sens large qui permettrait en effet de coder les informations sous plusieurs angles et notamment cet angle moteur, effectivement. Ouais, tout à fait, on peut extrapoler. Oui, finalement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est comme conduire ou faire du vélo. Une fois qu'on l'a. Exactement, tout à fait. Ouais. D'accord. Ok, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais moi j'en ai une pour Grégoire encore, parce que j'ai enseigné très longtemps en REP, en maternelle, en REP+, pardon, en maternelle, donc ça me parle beaucoup cette étude marseillaise. Et finalement, vous allez voir à Marseille, mais est-ce que vous avez des éléments pour après comparer ce qui se passe chez les enseignants qui n'enseignent pas en REP+, et en REP? Vous êtes là, Grégoire? Ah, j'ai perdu Grégoire. C'est mon micro, micro qui était coupé. Ah, pardon. Bon, entre-temps, j'avais eu un défaut d'inhibition, j'avais stoppé Teams, donc j'avais disparu. Mais c'est relativement classique chez moi. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, ce qu'on essaye surtout, dans un premier temps, c'est de valider la formation. On est sur les REP et les REP+, pour deux raisons. D'une part, et pourquoi Marseille? Parce que d'une part, il y avait une volonté sur le terrain d'accueillir cette étude, et que d'autre part, vous le savez sans doute, mais la Belle de Metz est le quartier le plus pauvre d'Europe, donc il y a peut-être un enjeu d'aller faire des recherches dans ces quartiers-là. Donc pour nous, il y avait cette volonté-là. Mais dans la mesure où on a des données qui fonctionnent et qui montreraient qu'on peut en tout cas changer un peu les pratiques pédagogiques et que ça peut potentiellement avoir des effets de réduction des inégalités dans le domaine des apprentissages scolaires fondamentaux. L'enjeu pour l'année prochaine, c'est de monter à l'échelle et de sortir justement uniquement des REP et des REP+. On a ciblé les REP et les REP+, parce que c'est là où on a les IPS familiaux les plus bas et que, en fait, l'idée, c'est effectivement d'aller faire la recherche là où ça compte et pour les élèves qui en ont le plus besoin. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté. Ensuite, effectivement, l'enjeu, ça sera de voir, quand on monte à l'échelle, puisque la deuxième étape de ce projet, c'est de former des formateurs,
et notamment des conseillers pédagogiques. Dans chacune des circos, on a 3 ou 4 conseillers pédagogiques, donc on va en former d'abord 1 ou 2 pour continuer à avoir une approche de recherche dans laquelle on peut essayer d'évaluer quand on le déploie à plus grande échelle, c'est-à-dire sur plusieurs centaines d'écoles, est-ce qu'on continue à avoir les effets espérés ou est-ce que c'est beaucoup plus difficile parce que les formateurs n'ont pas forcément exactement, je veux dire, les mêmes motivations peut-être aussi à pousser tel type de pédagogie ou autre. Donc, ouais, l'idée, ça sera bien sûr de regarder si ça marche dans différents types de contextes. D'où l'idée, effectivement, de ce point de vue-là, la DSDEN des Bouches-du-Rhône était hyper soutenante. Elle veut continuer à avoir la dimension recherche du projet. Elle ne veut pas simplement qu'on passe à l'échelle. Donc, on aura Oui. cette dimension-là l'année Et prochaine. c'est- et D'autant que c'est- Pardon. l'autre Allez-y, chose qu'on pardon. peut essayer de pousser, c'est aussi de regarder si ça fonctionne dans des milieux ruraux. Parce qu'en fait, c'est aussi une source extrêmement importante d'inégalité et que c'est aussi un enjeu de ne pas faire. Alors, évidemment, il y a les REP, les REP+, mais ça, c'est Bien un sûr. peu une évidence. Et on ne fait pas suffisamment de recherche, je pense, en tout cas, du point de vue des gens qui font de la psychologie cognitive, la psychologie du développement et la psychologie de l'éducation, à mon avis, sur ces milieux-là. Et donc là, il y a un véritable enjeu d'aller aussi investir ces terrains. Et vous imaginez, vous avez des équipes qui iraient travailler sur d'autres territoires. Moi, je suis une ancienne du Ouais. 93, donc je pense à mes collègues. Ouais. Non, Parce que alors, je trouve que c'est passionnant, en fait. Non, alors l'idée, c'est que on a commencé par Marseille, mais on a d'autres demandes, notamment l'Académie de Besançon était hyper intéressée. La Réunion aussi, il y a les territoires ultramarins sur lesquels il y a un vrai enjeu aussi, avec des inégalités extrêmement importantes. Donc, et puis évidemment, le 93, enfin, on en a tout à fait conscience. Je veux dire, là, c'était purement aussi de voir, de partir d'un territoire qui était moteur. Alors, Marseille, c'est un peu particulier parce qu'en plus, il y a le pôle empirique qui permet de rapprocher la recherche du terrain et de la formation continue. Et donc, c'est un bon terrain pour commencer. Après, si ça marche, évidemment, l'idée, c'est de déployer dans la mesure où ça fonctionne. Je pense que ça, c'est aussi important. C'est qu'on va prendre le temps de regarder étape par étape si on continue à avoir les effets espérés, parce qu'il y a un peu des effets de mode Voilà, tout le monde trouve ça génial, donc hop, c'est déployé à très grande échelle, puis après, ah tiens, ça marche pas. Mais c'est exactement, vous savez, nos conférences avec Évidence B des terrains innovants, et ce qu'on fait dans le café pédagogique, c'est vraiment de mettre en lien ce qui se fait dans la recherche. Et je trouve que ces dynamiques que vous présentez tous à votre niveau de recherche-action nourrissent finalement le geste professionnel des enseignants, et c'est important juste de leur donner de la visibilité. J'ai encore une question. Alors, j'ai l'impression que les fonctions exécutives, mémoire de travail, contrôle inhibitoire et flexibilité cognitive sont primordiales pour l'apprentissage des enfants et durant toute la vie adulte. Quels seraient les exercices spécifiques à mettre en place pour développer au maximum ces fonctions chez les enfants? Qui prend? Je peux commencer à répondre, puis après mes collègues compléteront, parce qu'ils sont aussi, effectivement, ils le font aussi. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est globalement, on peut avoir des exercices, et nous, on a un peu essayé de faire ça, notamment sur les enfants non lecteurs, les enfants lecteurs. On a essayé de développer des jeux, en fait, qui sont des jeux qu'on peut utiliser typiquement dans la salle, enfin, à la récré, Jacques a dit, ni oui ni non, 1, 2, 3 soleil, tout ça, ça développe les fonctions exécutives. Après, la question, c'est la question du transfert. Est-ce que ça va se transférer à la situation d'apprentissage en mathématiques? La réponse est non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire que les transferts, c'est compliqué. Par contre, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que quand on combine au sein d'une intervention des fonctions exécutives spécifiques aux mathématiques et des renforcements en mathématiques, on a l'impression que ce type d'intervention, elle fonctionne mieux que des interventions dans lesquelles on n'a que une focalisation sur un concept ou un processus spécifique de mathématiques. Donc l'idée, c'est de les combiner en fait ensemble. Et ça, effectivement, on peut le faire dans toute la scolarité. On peut le faire très bien avec de la maternelle, mais on peut le faire en élémentaire, au collège et au lycée. L'idée, c'est de les combiner. Donc il y a plein de chercheurs qui sont sur cette ligne, enfin chercheuses et chercheurs qui commencent à essayer de voir comment on peut les combiner en fait efficacement. On commence par une petite séquence sur les fonctions exécutives, puis ensuite on aborde la notion mathématique spécifique et on regarde si ça peut avoir des effets potentiellement positifs. Mais je laisse, peut-être que Marie et Catherine ont aussi des données là-dessus. Marie, j'y vais? Oui, c'est bon. Ouais. Non, je n'ai pas vraiment des données là-dessus, mais en fait, toute donnée est une donnée là-dessus, dans le sens où
parce que vous dites qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les compétences en mémoire de travail. Ce qu'on ne pourra pas faire, c'est probablement augmenter en fait les capacités en mémoire de travail. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est justement travailler énormément de stratégies qui permettront de faire en sorte que l'information pèse moins. Donc moi, quand je vous parle d'automatisation, je suis complètement là-dedans en fait. C'est-à-dire que ne pas automatiser une procédure de calcul. Vous parliez tout à l'heure des techniques de comptage sur les doigts pour les multiplications. Alors, c'est vrai que c'est super intéressant, mais c'est très coûteux en termes de ressources cognitives. Si on récupère 9 fois 7, c'est quand même plus rapide et moins coûteux que de refaire notre petite technique sur les doigts. Donc, bien sûr, si on ne s'en rappelle pas, c'est super d'avoir une technique. Mais vous voyez, quand on a des compétences en mémoire de travail limitées, tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, du coup, l'automatisation, dans un sens, elle est encore plus importante chez des enfants qui ont une mémoire de travail limitée, puisque tout va peser plus dans un sens, occuper plus d'espace. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment maximiser cette automatisation, travailler les stratégies mémorielles aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, pour mémoriser une liste de mots, il y a plein de techniques qu'on peut avoir, on peut les expliciter. Ça relève aussi un peu de la métacognition, tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu connais? Et ça, Grégoire connaît aussi mieux que moi, puisqu'il a mis ça en place dans des classes, c'est fantastique, d'expliquer aux enfants comment leur mémoire fonctionne pour que, justement, ils puissent d'eux-mêmes mettre en place des stratégies pour que ça, encore une fois, pèse moins lourd, en fait. Et puis, voilà, avoir une idée du fonctionnement. Donc, voilà, c'est tout ça. Dès qu'on met en place un protocole dans une classe, dans un sens, on œuvre pour que ce soit moins coûteux pour les enfants en mémoire de travail. Ok. Marie, vous avez quelque chose à rajouter? Parce qu'en fait, tout le monde se réveille, il y a plusieurs questions. Dites-moi. Non, à la limite, j'allais juste te dire que ça allait aussi dans. Enfin, je pense que ce dont je parlais sur les représentations visuospatiales pour la commutativité de la multiplication, en fait, va dans le même sens, puisque c'est aussi quelque part une façon de simplifier, de présenter une représentation qui, en elle-même, en fait, est moins complexe. Et permet aussi d'alléger la mémoire de travail et d'alléger les processus à mettre en place pour en fait, voilà, extraire l'information pertinente. D'accord. Alors, il y a Sarah. Bonsoir Sarah, vous allez bien? On se connaît. Alors, Sarah qui nous pose une question. Nous avons parlé du rôle de la manipulation, mais y a-t-il aussi des études sur le rôle de la verbalisation dans la compréhension des concepts mathématiques? Verbalisation qui est également un facteur d'inégalité majeure, comme on le sait. Qui y va? Personne ne répond? Alors, je peux y aller, parce que je n'ai pas de réponse directe, c'est pour ça, peut-être, j'attends qu'un de mes collègues. Je n'ai pas d'études spécifiques en tête, hein, peut-être que Grégoire et Marie, oui. Mais en revanche, bien sûr que la verbalisation, c'est extrêmement important, notamment dans l'explicitation aussi. Hein. C'est-à-dire que ça, on sait que c'est redoutable aussi comme technique quand on fait travailler les enfants par paire et qu'on leur demande justement de verbaliser une procédure. Alors là, on est aussi dans l'explicite. Hein. Donc, évidemment, un enfant qui aura des limites verbales aura plus de mal à verbaliser, aura du coup plus de mal à intérioriser. Donc, bien sûr que c'est une dimension qui est extrêmement importante et qui peut, évidemment, mais je vous dis, je n'ai pas d'évidence, je n'ai pas d'études qui le montreraient directement, qui peut évidemment aussi expliquer les différences entre les enfants en fonction du milieu. D'accord. Moi, j'ai une réponse un peu partagée par rapport à ça, parce que je dirais que mon intuition personnelle en tant que parfois prof de maths ou tutrice, et que la verbalisation est effectivement un élément majeur. En revanche, dans toutes les expériences que j'ai réalisées jusque-là, les résultats que j'obtiens auraient plutôt tendance à montrer l'inverse. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai testé, hein, j'entends pas dire que c'est une généralité, mais par exemple, présenter un concept avec un support de verbalisation, encore une fois dans le cadre de la commutativité de la multiplication, n'apporte absolument rien en termes d'amélioration de performance. Et puis, il y a quand même un résultat qui est peut-être le résultat principal de mes travaux de thèse, qui est que les aires cérébrales qui sont recrutées quand on fait des mathématiques sont complètement dissociées des aires du langage. D'accord. Donc finalement, peut-être pas.
Je pense à nouveau, la verbalisation est forcément, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que dans l'apprentissage, en fait, on passe forcément par le langage, en tout cas dans une certaine façon. Donc, dans une certaine mesure, la verbalisation, bien sûr, a un rôle. Mais en tout cas, la manière dont les concepts mathématiques sont encodés dans le cerveau, les aires qui encodent les concepts mathématiques dans le cerveau ne sont pas des aires primaires, enfin en tout cas premières de traitement du langage. D'encodage sémantique du langage, en tout cas. Alors, je prends rapidement parce qu'on n'a plus que 5 minutes. N'y a-t-il pas également des problèmes de transfert entre ce que nous disent les neurosciences dans le cadre d'essais cliniques et la réalité de la classe? J'ai très envie de répondre à ça, je peux? Ouais, j'aurais bien répondu, mais vas-y, je t'en prie. Ok, mais alors je fais très vite et puis après Grégoire complète. Justement, c'est évidemment que vous vous rendez bien compte que c'est une de nos préoccupations principales, c'est-à-dire de voir si justement ce qu'on peut proposer, ça se transfère dans les classes, et c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc on sait que ça peut se transférer puisque c'est précisément ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a des protocoles dans lesquels sont les enseignants en fait qui vont implémenter dans les classes. C'est le cas pour mon calcul sur les doigts, par exemple, hein, et d'autres interventions qu'on a fait dans les écoles. Et justement, on a pris le soin dans cette intervention-là de comparer dans une situation vraiment tout à fait écologique, c'est-à-dire les enseignants font l'intervention versus on l'a fait, nous, de manière beaucoup plus contrôlée. Et peut-être ce que vous avez en tête quand vous parlez de neurosciences, ce n'est pas vraiment des neurosciences, hein, c'est juste de la psychologie expérimentale. Et en fait, les résultats sont strictement les mêmes. Donc oui, on peut mettre en place des protocoles pour justement vérifier que ce qu'on raconte, c'est bien complètement implémentable, excusez-moi du néologisme, en classe, et que ça fonctionne. Donc bien sûr, c'est une préoccupation qu'on a au quotidien, et je vous dis encore une fois, on a les moyens de savoir si effectivement c'est transférable ou pas. Et ça l'est. Et c'est le principe de la recherche-action, finalement. C'est cet aller-retour constant, justement, Exactement. qui vous permet, vous, de réajuster. Voilà, c'est gagnant-gagnant, je dirais. Exactement. Ouais, et puis dire quand même qu'on associe évidemment toujours, quand on est à la phase justement où on implémente dans les classes des idées qu'on a pu avoir au cours de recherche fondamentale, c'est un peu ça qui se passe. On fait de la recherche fondamentale, on identifie un mécanisme, on dit tiens, peut-être que ce mécanisme aurait du sens, qu'on puisse travailler dessus, ou que les enseignants en tout cas puissent travailler dessus avec leurs élèves, et à ce moment-là, on fait intervenir des enseignants, des conseillers pédagogiques, parce que très clairement, on n'est pas des experts de créer une intervention pédagogique, on ne sait pas le faire, c'est pas ça notre expertise. Donc on a forcément des collaborations quand on fait ça. Il ne faut pas croire qu'on arrive comme ça avec un truc scripté qu'on aurait écrit nous-mêmes, parce qu'on sait, c'est pas notre compétence encore une fois. Et dans ces cas-là, on va chercher la compétence. De la même manière, quand on travaille sur les inégalités éducatives, en tout cas moi, quand je travaille sur ces dimensions-là, j'ai des sociologues qui travaillent avec moi, j'ai des économistes de l'éducation. Je ne travaille pas seul. Enfin, c'est une espèce de, on n'est pas complètement, je veux dire, naïf de ce point. On était peut-être un peu naïf avant, mais maintenant on ne l'est plus du tout. On comprend bien qu'il faut faire des travaux interdisciplinaires, qu'on passe pas de l'activité du cerveau à ce qu'il faut faire dans une salle de classe, qu'on monte progressivement à l'échelle, qu'on mène des recherches, effectivement, certes, dans lesquelles on essaye aussi d'avoir des données quantitatives, mais on a aussi des données qualitatives associées. On est bien conscient qu'on va y avoir une très forte variabilité en fonction de la façon dont les enseignants vont s'approprier le type de séquence qu'on essaie de voir, mais justement, on peut l'étudier. C'est ça aussi qui est intéressant. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes en REP+, est-ce que ça va fonctionner quand vous êtes en hors REP? C'est hyper intéressant, ça, de le savoir. Peut-être que ça marche dans certains contextes, mais aujourd'hui, on peut le faire. On peut essayer de le faire. On peut le faire, et en plus, on peut associer les enseignants à ces réflexions-là. Et moi, je pense que c'est hyper important que les enseignants participent avec nous à la construction de ces produits de recherche. C'est ça, une recherche-action. C'est qu'ils ne soient pas simplement d'une certaine manière, qu'on soit des prescripteurs, mais au contraire, qu'il y ait une espèce de co-construction de l'ensemble du projet. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Je sais que je connais les travaux de Catherine. On est tous maintenant en train de travailler comme ça. Ouais. Ça me rappelle la recherche en lecture, Ramus, etc. Oui, complètement. Tout ça, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, en tout cas, ça fonctionne comme ça. On espère que ça va. Il y a une dernière question parce que ça va couper. Quelles pistes pourrait-on envisager au collège pour aider les élèves les plus fragiles, notamment avec les futurs groupes de niveau? On va dire besoin, ils n'ont pas gardé niveau. Je ne sais pas si je veux répondre là-dessus sur les groupes
sur les groupes de niveau. En tout cas, pour le coup, là, la recherche est très claire de notre côté. Hein. Elle dit que ça ne fonctionne pas, donc les groupes de niveau. Donc ça, et on est quand même un certain nombre à l'avoir dit. Je pense que, en tout cas, nous, c'est un projet qu'on va mener dans des collèges REP et REP+, de Marseille. Donc 4 collèges REP et REP+, on va essayer sur le dispositif Devoir fait, justement d'avoir des approches métacognitives à côté des approches de renforcement en mathématiques et en français, et de voir si ça peut aider un peu justement les élèves qui sont le plus en besoin dans ces domaines-là. Donc réponse dans un an quand on commencera à avoir quelques données là-dessus. Ok, merci beaucoup. Moi, je veux suivre vos recherches parce que ça me passionne. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. Vous pourrez revisionner cette conférence d'ici peu sur le blog des terrains innovants qui est sur le site du Café Pédagogique. Et il y aura un article compte-rendu de cette conférence. Merci à vous, les intervenants. Merci beaucoup. Et à très vite, au mois prochain. Je n'ai pas encore la date. Je ne suis pas au clair. Je n'ai pas la date. Mais à très vite. Merci encore. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.